Ah, bonjour à tous. Good morning. Ce matin, je vais vous faire une présentation, comme j'aime l'appeler, Montreal Style. Donc, je vais vous parler en français et mes diapos sont en anglais. Quelques-unes en français, mais quelques-unes en anglais. Ça se peut que je change de l'anglais au français. Ça se passe comme ça dans ma tête. C'est 95% en français, puis 75% en anglais. Ce matin, on va tenter ensemble de répondre à cette grande question. Qu'est-ce que le numérique? Vraiment, c'est difficile. Ça fait des années que je tente de cerner, de circonscrire, d'expliquer, de vulgariser. Et il y a quelque chose de difficile. Je n'arrive pas à trouver la bonne métaphore pour simplement expliquer le numérique. Et puis, ce matin, j'ai simplement décidé d'être à l'aise avec le fait que ce n'était pas simple à expliquer. Comme on le disait en introduction, je suis maintenant, après plusieurs années comme entrepreneur en technologie, je suis maintenant associé dans une firme de capital de risque. Mes amis qui me connaissent me demandent comment ça se fait que tu es comme en finance et tu travailles en capital de risque. C'est pas un gars comme toi là, qui vote orange. Comment ça se fait? À la blague. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que le capital de risque au Canada, c'est essentiellement de l'argent public. Fait que c'est peut-être une façon indirecte de faire du service public, de pouvoir s'occuper de manière diligente des fonds qui sont investis dans les capitals de risque. Je m'appelle Sylvain ou A-commercial Sylvain sur Twitter. Oui, mon premier nom, c'est mon nom de Twitter. C'est peut-être parce que j'ai travaillé là. J'ai toujours été de l'Internet. Donc, ce qui est intéressant pour moi, c'était j'ai une identité de Montréalais, j'ai une identité de Québécois, j'ai une certaine identité canadienne, mais j'ai une très forte identité de réseau. Moi, je me définis comme un citoyen du réseau, peut-être avant les autres identités. Et ça change un peu la façon dont je vois les choses. Pour moi, je suis un nerd vraiment, j'étais un geek, genre dernier pigé au ballon chasseur quand j'étais au primaire, toujours devant son ordinateur. Je n'ai pas étudié en informatique. J'aurais voulu être un artiste. J'ai étudié en littérature, en communication, et vraiment pour moi, l'informatique, c'est quelque chose qui était présent dans ma vie et c'est quelque chose qui était des outils et des moyens, plus qu'une fin en soi. Et c'est vraiment comme ça que je vois le numérique. Ce sont des moyens qui sont disponibles pour nous, mais c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Premièrement, je veux vous remercier d'être artiste. Aujourd'hui, encore plus que jamais, on a besoin de votre voix, on a besoin de vous pour nous aider à connecter avec ce qui est pas juste la surface. On est vraiment une ère de surface. Je pense qu'on a vraiment besoin de profondeur. Je pense que ça, c'est une des choses que vous pouvez nous amener certainement. J'étais à une conférence cette semaine à South by Southwest, qui est une conférence techno, mais aussi film, musique. Et puis, il y avait cette expression-là où c'était très, très important dans l'éducation d'avoir ce qu'ils appelait STEM, Science, Technology, Engineering, Math. Quel monde plate, right? Puis là, il y a quelqu'un qui a trouvé l'acronyme STEAM. Je vous laisse deviner c'est quoi le A. Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Ça, c'est intéressant. Le numérique, digital, comme on dit en anglais, et on ne dit pas digital en français d'ailleurs, je voudrais le dire à tous nos amis français de France, s'il y en a dans la salle, numérique. Le numérique, pour ne pas avoir trouvé la métaphore, ce que je sais par contre, c'est que le sommet ici est bien nommé avec cette idée de l'ère numérique. Le seul comparable que je peux trouver dans l'histoire, c'est l'arrivée de l'ère industrielle. Donc, il y a des changements majeurs, des changements sociaux, des changements économiques, des bouleversements. Et quand on est dans cette
un changement d'air, c'est pas évident, on ne s'en rend pas nécessairement compte. C'est beaucoup plus facile de regarder en arrière et de se dire, ah oui, OK, voici les événements qui sont arrivés à la fin du 19e siècle puis au début du 20e siècle qui ont créé l'ère industrielle, qui ont créé, soit dit en passant, les médias broadcast et les médias de masse. Si on regarde ça 50, 75 ans en arrière, c'est plus facile à analyser, c'est sûr. Et c'est ce que McLuhan disait, un de nos grands Canadiens qui a réfléchi sur les médias. C'est vraiment facile d'analyser ce qui s'est passé en arrière. Et souvent, c'est comme ça qu'on va aller dans le futur. Et c'est peut-être une des choses les plus... Je ne dirais pas que c'est une erreur, mais c'est difficile de comprendre le futur parce qu'il y a des contextes, des conditions qui sont différentes. Bruce Sterling, qui est un écrivain de science-fiction que j'aime bien, mais et un futuriste aussi, il dit simplement que le futur, c'est juste l'histoire qui n'est pas encore arrivée. Ce n'est pas si compliqué que ça, le futur, on est dedans. Le problème avec le futur, c'est que c'est toujours demain. Mais le futur, il est déjà ici. Et ça, c'est pour moi peut-être le plus grand défi qu'on a et en même temps la plus grande réalisation. C'est que ce qu'on se parle aujourd'hui, il y a des gens qui expliquent ça depuis 1995. Okay? Nicolas Negroponte, qui était le directeur du Media Lab du MIT, je ne lirai pas toute la citation, mais pour lui, c'était fondamental et évident que lui, il appelait ça pas le numérique ou le virtuel, il appelait ça les bits et les atomes. Donc, tout ce qui est numérique, les bits, a des propriétés, des attributs, des avantages, des désavantages complètement différents de ce qui est de la matière, les atomes. Et c'est pour ça que tout change. Et l'un ne remplace pas l'autre, de la même manière que l'arrivée de la télé n'a pas fait disparaître la radio. Mais il faut comprendre que dans le contexte numérique, les réflexes sont différents. Puis ce qu'il dit, ce qui était pertinent, la citation en bas, il dit « While this does not work today » en 1995, it will work very well very soon when being digital becomes the norm. C'est un peu ça la question que je me posais ce matin. Quand est-ce qu'on arrête de faire des sommets sur le numérique? Right? Ça va être la réponse. Quand on ne fera plus de sommets sur le numérique, c'est parce qu'on va avoir internalisé, on va être passé à d'autres choses. Donc, si vous voulez, je mets la citation en bas avec l'URL. Vous pourrez le retrouver dans la présentation. Et ça, c'est un autre attribut du numérique qui existe depuis les années 60. Ted Nelson, avec son projet Xanadu, avait déjà eu cette idée-là de l'hypertexte, qu'un texte, qu'une œuvre pouvait être attachée, reliée à une autre, et que finalement, quelqu'un disait l'analogie ce matin, c'est comme être dans une jungle avec un paquet de lianes, on peut toujours sauter de branche en branche, ce qui ferait de nous des singes. Et c'est peut-être là qu'on est dans notre compréhension numérique, sans faire une analogie de 2001 Odyssée de l'espace. Ce qui est difficile aussi avec le numérique, c'est qu'on peut mettre l'adjectif numérique sur à peu près tout, l'information numérique, des données numériques, de la connaissance numérique, de l'inspiration, de la création, de l'appropriation, du remix, de la distribution, des modèles d'affaires numériques, du piratage numérique, des auditoires numériques, des... Ça me faisait penser à ça. Et j'arrête. Tous ces mots-là, ils marchent. Puis là, on voit bien de quelle époque date cette chanson-là, parce qu'il n'y avait pas favorite it, like it, puis une couple d'autres verbes qu'on a rajoutés récemment. J'écoutais, ça me faisait penser à tout l'ensemble des facettes, mais aussi le fait que le numérique, c'est aussi principalement des outils. J'en parlais avec ma femme qui est réalisatrice.
qui est artiste elle-même. Puis j'essayais de saisir qu'est-ce qui est si difficile du numérique, c'est que c'est le changement constant de nos outils, des manières de faire. En cinéma, on a 100 ans d'histoire de cinéma. Si on commence à vouloir être cinéaste en 2017, on a un historique, il y a une pratique, il y a un langage cinématographique qui existe, il y a un corpus duquel on peut s'inspirer pour complètement le changer ou pour amener ça dans une autre direction. Mais dans les arts numériques, dans les médias numériques, dans les affaires numériques, on est dans la découverte, dans l'appropriation et dans le changement constant. En 97, lorsqu'elle faisait sa thèse de maîtrise, on faisait des CD-ROM. Qui aujourd'hui fait des CD-ROM, à part pour peut-être faire des backups de données, mais même encore. Et donc, de se dire que le médium, le moyen, la façon de faire est finalement n'est pas constant, est inconstant, il va toujours changer. C'est sûr que ça cause une remise en question. Et je suis allé sur Flickr parce que c'est ça que je fais dans la vie, trouver des images libres de droit ou en Creative Commons pour une présentation. Puis, tu sais, comment tu illustres ça, le digital, le numérique? Là, comment tu illustres le numérique? Et je suis tombé sur cette image-là, puis là, j'ai fait « Wow! » Ça, c'est vraiment compliqué. Je ne vous demande pas de la lire au complet, là. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, le numérique. Parce que c'est tout ça. Le numérique, ça affecte les gens. Si vous regardez, il y a plein de considérations autour des individus pour le numérique. Ça affecte les processus, puis ça affecte les produits. C'est toutes ces affaires-là qui sont en train de changer en même temps. Dans le milieu, c'est écrit « Digital Transformation ». Et j'ai la référence de 2014, mais ce changement constant-là, c'est ça le défi qu'on a, c'est ce changement constant-là. Et puis, je suis content de vous montrer ça ce matin. Je ne savais pas qu'il serait ici, mais j'ai mon ami John Osborne qui est ici, qui est arrivé avec ce terme de hierarchy. Donc, dans l'ère dans laquelle on est, les hiérarchies, qui ont, si on y pense, vraiment été inventées pour optimiser l'ère industrielle, une hiérarchie, ça marche bien pour gérer une usine, pour être plus productif. Mais cette idée de reconnexion et d'équipe temporaire et aujourd'hui, on travaille nous trois ensemble, puis demain, ce que j'aurai besoin de faire, ça va faire que je vais travailler avec vous ici, puis l'autre qui est là-bas, ailleurs dans le monde, sur une autre zone, sur une autre zone horaire. Cette idée-là de reconfiguration et donc d'adaptabilité. Et c'est vraiment ça qui est pénible et difficile aujourd'hui, mais qui est en même temps extraordinaire. Moi, j'ai un plaisir extraordinaire à m'adapter, à changer ce que je fais, à réinventer, parce que je suis à l'aise avec ça, parce que j'ai accepté que c'était ça finalement que j'étais pour faire dans la vie, toujours changer. Et j'ai trouvé ce texte qui était vraiment intéressant sur, finalement, quand on parle de numérique, on parle peut-être de ce qu'il appelle ici la compétence interactive. Je vous lis juste la première ligne. People are simultaneously forming and being formed by each other at the same time, all the time. Et donc, cette idée qu'on allait à l'école ou qu'on était en apprentissage, qu'on était apprenti, qu'on avait un métier, une façon de faire qui était déterminée, qui était finie, et qu'on était pour faire ça tout le reste de notre vie, ça a complètement explosé au 21e siècle. Il y a différentes raisons qui expliquent ça, mais on peut constater cette explosion-là. Cette capacité-là interactive, elle nous vient de ce qu'elle nous demande, c'est de se connecter avec l'information et les gens aux besoins. Et donc, la connaissance, le savoir-faire dépend de notre présence puis de la manière dont on communique ensemble. Puis donc, ça change complètement la façon dont on doit aborder ce qui est devant nous. Puis je vous lis juste la dernière ligne. Change is not a problem. All creative processes have the capacity to constantly self-organize all the time. Change is not a problem.
or an anomaly. Puis en lisant ça, je me suis dit, y a-t-il quelqu'un de mieux préparé que vous autres à cette dernière phrase-là? Vous êtes les mieux préparés. Tantôt, on disait « It's your superpower ». Right? Le défi, le challenge, la douleur de la création, c'est quelque chose que vous avez tous vécu, que vous connaissez intimement. Et c'est la même chose qui est en train de s'appliquer à tout le reste des pratiques, des industries. Et donc, vous devriez être les mieux préparés à ça. Je dis ça, mais en même temps, c'est peut-être pas le cas. Pourquoi? Puis là, je vous fais un petit extrait de Wikipédia. Ça, c'est un principe informatique, mais je pense qu'il explique le numérique extrêmement bien. La loi de Metcalfe, Bob Metcalfe, c'est lui qui a inventé l'Ethernet, le protocole, là, les fils bleus que tu branches dans le mur, là, avant qu'il y ait du sans-fil, comment les ordinateurs communiquent entre eux. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que la valeur du réseau physique, là, c'est un truc de physique, est proportionnelle au carré des utilisateurs connectés sur le système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on est deux à travailler sur quelque chose, bien, on a une connexion. Mais si on est trois, chaque personne a 2 connexions possibles. Fait qu'à 3, on a 2 connexions plus 2 connexions, on a 6 connexions. Si on est 4, 5, 6, on a de plus en plus de connexions. Et je pense que ce principe-là, qui est un principe d'informatique, est vrai dans le numérique aussi, que la connexion, l'interconnexion, puis la multiplication, c'est quelque chose qui est inhérent à ces systèmes-là, à ces pratiques-là, à l'ère numérique. Un des derniers concepts que je veux vous amener, c'est qu'il y a eu 2 vagues vraiment importantes, et puis il faut les comprendre. La première, qui a commencé dans les années, je dirais, peut-être 60, dans des laboratoires, mais vraiment dans la société générale, puis ici au Québec et au Canada, plus dans le milieu des années 90. Fait que c'est peut-être la vague des 10-15 premières années, c'était on va tout mettre sur Internet. On va mettre des cartes sur Internet, on va mettre des livres sur Internet, on va mettre des films sur Internet. Donc, on amenait, maintenant qu'on avait le grand rêve de la bibliothèque d'Alexandrie avec toutes les choses disponibles, les ressources disponibles, on disait, on va tout amener sur Internet. Et donc, la première phase, ça a été d'amener tout sur Internet. Ce qui nous a amené à, entre autres, la bulle Internet que j'ai eu la chance de vivre, où, en 99-2000, les gens se disaient, bien, voyons donc que les gens vont faire leur épicerie sur Internet, ça n'a aucun sens. Right? Aujourd'hui, il y a plein de monde qui font ça, puis on ne se pose pas la question. Mais à l'époque, c'était une idée de fou de faire ça. Là, ce qui est en train d'arriver depuis peut-être 5 ou 10 ans, c'est la deuxième phase. Maintenant qu'on a tout voulu mettre sur Internet, on veut mettre Internet dans tout. Donc, on met maintenant le numérique dans les objets, dans le monde physique. On organise le monde physique à partir des ressources numériques des plateformes. Uber, c'est exactement ça. Airbnb, c'est exactement ça. Mais à l'autre extrême, on a les senseurs. Dans votre téléphone, il y a plus de capacité de senseurs, de production média que personne n'a jamais eu quand on avait un studio super bien équipé il y a 10 ans. Là. Fait qu'on a passé vraiment cette boucle-là complète du physique au virtuel à ce qu'on appelle maintenant ce qui est augmenté, comme par exemple la réalité augmentée, et en réseau. Je ne parlerai pas de données et d'intelligence artificielle un matin, mais si j'avais eu plus que 20 minutes, je vous en aurais parlé. Et donc, le numérique, c'est donc partout maintenant. L'autre effet, puis le dernier, je pense qui est important, il me reste juste une petite minute, c'est cette idée-là de globalisation et du fait que l'Internet, par défaut, ça efface les frontières. Donc, tout ce qui s'est construit avec les frontières comme point d'ancrage ou comme barrière est sérieusement remis en question. Je n'ai pas besoin de vous en parler. En même temps, on n'a jamais été si connecté, mais si déconnecté parfois de la réalité. Hashtag fake news. J'en dirai pas plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait après? Puis ça va être ma question pour vous. Ce matin, j'ai une question pour vous. Cette idée-là de pay it forward, si tout est tellement complexe, tout change tellement, il y a tellement d'informations que personne ne peut tout savoir, personne ne sait tout, puis personne n'a la une réponse,
On a tout un petit bout de réponse. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres dans leur compréhension, dans leur exploration, puis dans leur réalisation avec cette nouvelle ère numérique? Ça, ce graphique-là, comme je dis, c'est celui que j'ai trouvé rapidement hier soir à 11h15 dans un avion d'Air Canada, quelque part entre Chicago et Montréal. Cette idée-là que chacun, on peut se multiplier. L'idée que peut-être que de l'argent public pourrait générer des données publiques, des logiciels publics, des programmes qui bénéficient à toute la communauté. Ce graphique-là, je l'aime bien parce que si on le corrigeait, on verrait que plus on donne, plus on reçoit. C'est peut-être mon père hippie qui m'a appris ça, qui était informaticien aussi, soit dit en passant. Donc, je vous remercie ce matin et je vous pose la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider les autres dans leur processus? Merci.